Donc je vais vous parler de design pattern. Comme je l'ai mentionné un tout petit peu ce matin, l'idée c'est de pas du tout faire quelque chose d'extrêmement théorique. C'est beaucoup plus en plusieurs étapes, c'est-à-dire comment est-ce que moi quel est l'intérêt que je trouve au design pattern et comment est-ce qu'on peut en appliquer avec des exemples concrets d'une application Symfony. On va voir un petit peu trois en particulier et quels sont les avantages qu'ils nous apportent. Je pensais me présenter tout seul. Ça a déjà été fait. La seule chose qui a changé un tout petit peu, c'est qu'en fait, maintenant, je travaille pour une des startups du Startup Studio, qui s'appelle Birdie, que je vais très rapidement présenter pour deux raisons. Première, c'est parce que la mission qui est d'aider les personnes âgées à vieillir plus longtemps, enfin, à rester en vie plus longtemps et à vieillir en meilleure santé chez eux, la mission est intéressante. Et aussi, surtout, parce que pour le moment, on est basé à Londres, on est basé en Angleterre, mais en fait, on va ouvrir des bureaux l'année prochaine à Paris. Donc, on a besoin de gens. Donc forcément, comme tout le monde, on recrute. Si vous êtes intéressé par la mission et ou la technologie, qui est beaucoup plus de JavaScript que de PHP en réalité, je serais ravi de vous en parler. Donc voilà. Sur le design pattern, j'ai en fait commencé il y a 10 ou 15 ans, comme probablement une bonne partie d'entre vous, dans ma chambre, je sais pas, c'était probablement au collège, faire des sites internet, donc créer du HTML, après ajouter des magnifiques couleurs en CSS, etc. Et puis après, je me suis dit, bon, ce serait bien d'ajouter un petit peu plus de logique, un peu plus de trucs dynamiques. Donc le JavaScript, en tout cas dans mon monde à moi, le JavaScript n'existait pas vraiment, donc j'ai fait du PHP. Et donc j'ai écrit des choses comme ça. Ici c'est marqué, j'ai probablement écrit, très sincèrement je l'ai fait. Donc c'était du PHP directement dans une page HTML. C'était une qualité de code, surtout au niveau de la sécurité, comme vous pouvez le voir, qui est impressionnante. Et en fait, c'était beaucoup on va créer un fichier header pour mettre toutes les connexions MySQL, etc. dedans. Et puis en fait, on va mettre un petit peu de HTML dans le header parce que c'est quelque chose qu'on va afficher sur toutes les pages, etc. C'est en fait, ça marchait, mais en réalité, c'était pas du tout maintenable. Voilà, il fallait changer quelque chose sur 2-3 pages, il fallait mettre à jour 4 ou 5 fichiers, c'était c'était pas du tout maintenable. Et donc au fur et à mesure, après je suis quand même allé à l'école et on m'a un petit peu dit, voilà, design pattern serait pas mal de penser à écrire des choses réutilisables, ce serait chouette. Et petit à petit, après avoir utilisé plusieurs frameworks, j'ai écrit des applications Symfony. Juste pour savoir qui ici utilise Symfony. Ah ouais, bon. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour les 10, celles qui ne connaissent pas, l'idée c'est vraiment très simple. C'est la seule chose quasiment spécifique à Symfony que je vais introduire. On a un contrôleur qui va contenir une ou plusieurs actions, donc une fonction. C'est des fonctions qui vont être exécutées quand on va afficher une page. Vraiment, je fais simple. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que dans cette fonction, je vais avoir une application qui va récupérer une entité depuis la base de données, donc en utilisant Doctrine. C'est les deux premières lignes de ma fonction. Et après, je vais en fait générer du HTML depuis un outil de template qui s'appelle Twig, en lui passant comme paramètre mon entité. À chaque fois que je vais mentionner entity, faut l'appliquer à vraiment quelque chose de concret. Donc ça dépend vraiment de votre domaine métier, ça dépend vraiment de ce sur quoi vous travaillez, mais on peut par exemple dire qu'un entity ici, ça va être product, donc un produit. Donc on va pouvoir dire product égal, etc., etc. La seule petite différence par rapport à, entre guillemets, les vieilles versions de Symfony, c'est que notre Entity Manager, il est injecté directement dans la fonction d'action plutôt qu'en tant que constructeur de notre contrôleur. On peut faire les deux, mais voilà, c'est plus simple sur un slide de mettre ça dans l'action. Donc j'ai commencé à faire ça, et puis en fait sur cette application qui est, on va dire, l'affichage d'un produit sur une page, en fait on m'a dit, ouais, bah, ce serait pas mal aussi de pouvoir éditer le produit. Chose que j'ai mis en place. J'injecte mon objet request, je me dis, bah, si celle-ci, là, donc en utilisant le composant form de Symfony, parce que c'est quand même relativement pratique pour des formulaires web, si la requête, c'est en fait une requête de type post, alors ça veut dire que je vais demander à mon formulaire d'handler la request, et puis si mon formulaire il est valide, je vais récupérer mon entité de mon formulaire, et je vais demander à Doctrine d'enregistrer, donc de persister mon entité. Simple. Puis après, on m'a dit, bon, aussi, ce serait pas mal d'envoyer un mail.
Donc ce que je vais faire, c'est qu'après après avoir enregistré mon entité, je vais dire, bah, tiens, je vais envoyer un mail à mon client, mon partenaire, peu importe, pour dire, bah, ce produit-là, il a été mis à jour. Ici, je vous montre un exemple donc c'est pas Swift Mailer, c'est le composant que Fabien a annoncé il y a quelques semaines, je crois, qui s'appelle Symfony Mailer, dans sa quête de rendre les choses un petit peu compliquées ou un petit peu... rendre les choses plus simples, voilà. Donc en tout cas, ce mailer nous permet d'envoyer un email. Et en fait, c'est un exemple où c'est vraiment très simple, mais l'idée étant de dire que petit à petit, ça devient extrêmement compliqué de comprendre ce qui se passe dans notre méthode. Et vraiment encore, hein, là, je vais envoyer des mails, mais après, je vais me dire finalement, je vais envoyer des notifications SMS, et puis après, je veux appeler une API, l'API de mon partenaire pour synchroniser mes produits. C'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité. Et donc très rapidement, on retourne sur la case départ de mes fichiers PHP d'il y a 10 ans, en fait, c'est la même chose avec mon application Symfony. C'est dommage. Et c'est là en fait que les design patterns sont en fait quelque chose qui vont nous aider. Encore, hein, moi quand je suis allé à l'école, je savais à peu près comment créer une application web, donc ma façon de penser était un petit peu, pas totalement, mais un petit peu, les design patterns, en fait, toute cette théorie, c'est pas forcément très intéressant. Et j'ai pas forcément envie de passer extrêmement de temps à apprendre tous ces design patterns et comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment on les utilise, alors qu'en fait, je sais déjà créer une application web. Et au fur et à mesure, je me suis quand même rendu compte que c'est intéressant, qu'il y a en fait probablement 50 ans d'intelligence de créer des logiciels qui en fait ont été mis là-dedans, et donc on peut aller voir et chercher certains outils. Notre Bible à nous tous, Wikipédia, nous dit que en fait un design pattern, c'est une solution commune à un problème commun. C'est-à-dire que c'est juste une solution à un problème que la majorité d'entre nous vont avoir. Il y a un tout petit truc dans la définition qui est « within a given context », qui veut dire qu'en fait c'est une solution à un problème, mais dans un contexte donné. Et là c'est le moment où je vous dis appliquer ou utiliser des design patterns pour l'idée d'utiliser des design patterns, ça n'a aucun sens. Appeler quelque chose ou dire « tiens, j'ai besoin de faire une factory parce que je vais créer un objet », ça n'a pas de sens. Il faut vraiment utiliser ces trucs-là que quand vous avez un vrai problème à résoudre. Voilà, ça c'est la base du talk, c'est-à-dire que je vais vous en présenter certains, mais n'utilisez pas ça parce que vous avez besoin, c'est juste parce que vous allez avoir un problème à résoudre. Je vous ai parlé de cette théorie, le gang des 23, c'est eux. Si vous voulez apprendre le nom par cœur, ça peut être intéressant. Ce qu'il y a, je trouve, à retenir de ce truc-là, c'est qu'il y a trois types de design patterns, en tout cas dans ceux qui ont été un petit peu théorifiés. Il y a les design patterns entre guillemets de factory, donc de création, qui sont en bleu. Il y a les design patterns de behavior ou de comportement qui sont en vert. Et il y a les design patterns structurants qui sont en orange. Et j'ai surtout parlé de ceux-là. Parce qu'en tout cas, je trouve qu'au début, c'est ceux-là qui qui améliorent la maintenabilité de notre application au début. Si vous allez prendre une photo, c'est à peu près le seul truc théorique qu'il y aura. Anthony Ferrara, qui aurait dû venir, donc j'aurais dû dire, bon, vous devriez avoir son talk, a donné un talk très intéressant qui s'appelait Beyond Design Patterns à Barcelone, que je vous recommande beaucoup, dans lequel, c'est vraiment une paraphrase, mais dans lequel il disait, en fait, tous les design patterns font la même chose. Ils contrôlent la propagation de l'information dans notre application. Donc c'est-à-dire que ce qui compte au final, c'est que notre information, ou en tout cas l'intention de l'utilisateur final, soit bien propagée au sein de notre application et qu'il n'y ait pas une grosse masse de spaghettis qui fasse aucun sens. Et c'est à peu près la même idée qui est derrière, et je ne sais plus son nom, mais quelqu'un qui est un petit peu à l'origine de la programmation orientée objet, qui a dit en fait, potentiellement, programmation orientée objet, on a vraiment merdé sur le nom. Parce qu'en réalité, objet, on s'en fout. C'est pas le problème. On s'en fout que ce soit des objets. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a des petites logiques, des petits trucs qui soient responsables d'une simple logique. Et c'est comment est-ce qu'on communique à ces objets. C'est-à-dire que c'est le nom de l'objet, c'est aussi le nom de la méthode qu'on va avoir sur cet objet.
Donc c'est ça l'idée en fait, c'est de pouvoir communiquer ou de propager une information le plus facilement et le plus maintenable possible dans notre application. J'aime beaucoup cette façon de voir les design patterns. Voilà, ça me plaît, je vous recommande beaucoup son talk. Donc maintenant, sur notre contrôleur d'exemple, ce que je propose, c'est de voir 3 design patterns et de refactorer ce contrôleur avec ces design patterns et voir un petit peu quels sont les avantages. Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'on refactor? Le premier truc, c'est parce qu'en fait, on veut réutiliser du code. Je pense que c'est l'intérêt. Et en réutilisant du code, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va déléguer des responsabilités. Donc il y a ce principe un petit peu connu de Single Responsibility Principle, où l'idée, c'est de dire, je vais avoir un petit objet, ou je vais avoir un petit truc qui est capable de faire des choses très très bien. Et en combinant toutes ces choses-là, je vais pouvoir avoir un système qui fonctionne super bien. C'est la théorie ou la philosophie Unix un petit peu. Mais l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir réutiliser du code. Donc si je prends par exemple l'enregistrement et l'envoi du mail d'un produit, on pourrait imaginer qu'on veuille faire ça à plusieurs endroits. Donc on pourrait créer un service qui va enregistrer mon produit et envoyer mon mail. Et on va pouvoir utiliser ce service-là à plusieurs endroits. En général, ce n'est pas forcément la meilleure idée, d'ailleurs, de créer le service. J'ai fait pas mal d'analyses de code, etc., ou d'aider des équipes de développement. Et des fois, le truc principal, c'est qu'on voit des contrôleurs qui sont longs comme ça. Mais des fois, la façon de ne pas avoir ça, parce qu'il y a Insight qui donne des mauvaises notes ou ce genre de choses, c'est de créer un service qui contient la même chose. Donc, ce n'est pas forcément l'approche la plus intéressante. Mais donc du coup, en déléguant les responsabilités, du coup en faisant des parties beaucoup plus modulaires et plus petites, ce qu'on fait, c'est qu'on améliore la lisibilité. On améliore la lisibilité du code. C'est-à-dire que si je vois une fonction qui me dit save and send product email, ça me paraît beaucoup plus simple ou beaucoup plus clair que d'avoir 10 ou 20 lignes justement d'avoir tous ces appels doctrine, puis ces appels à mailer, etc. Donc on améliore la lisibilité du code. Et en améliorant la lisibilité du code, on améliore la maintenabilité. Et en fait, on améliore la maintenabilité aussi en déléguant les responsabilités. Pourquoi? C'est parce que c'est beaucoup plus simple de comprendre que cette petite partie qui est juste responsable d'envoyer l'email, ou qui est juste responsable de stocker mon produit, c'est beaucoup plus simple de comprendre ce qu'elle fait. Et en fait, tout ça, je pense que c'est le but final, en fait, c'est de enable change, c'est-à-dire de donner la capacité à nos applications de changer. Toutes les applications qu'on va, en tout cas la majorité, sauf certains side projects peut-être, mais toute la majorité des applications qu'on crée, c'est pour supporter une entreprise, c'est pour supporter un produit, c'est pour quelque chose. Et cette entreprise, ce produit, ou les clients de cette entreprise, ce produit vont changer, on va toujours évoluer. Si on n'évolue pas, surtout là en ce moment, ça veut dire qu'on va perdre des clients et en quelques années, c'est foutu, quoi. Mais donc l'idée, c'est quoi? C'est de créer des applications qui sont capables de changer et de s'adapter aux différents besoins. Je pense que c'est ça le but final, quoi. Donc voilà, je pense que ça répond un petit peu à la question pourquoi est-ce qu'on va refactorer ce contrôleur plutôt qu'en fait dupliquer, copier-coller ce code au fur et à mesure. Ça fait du sens? Super. Le premier design pattern, ou bien patron de conception, c'est l'adapteur. L'adapteur, donc ça, ce diagramme, en fait, il vient un petit peu de tout ce qui est la mouvance de architecture hexagonale. Il y a d'ailleurs Mathias Nobak qui fait un talk aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est à propos de ça, mais en tout cas, il en a fait plein à propos de ces architectures-là. Je vous recommande vraiment ces talks aussi. L'idée, c'est quoi? C'est de dire que le core application, c'est votre application, votre logique métier. C'est vraiment le cœur de votre application, c'est la valeur ajoutée que vous allez créer. Et cette chose-là, cette logique métier, elle va parler avec tout un tas de choses, tout un tas de trucs qui sont en dehors. Donc ça va être votre base de données, ça va être l'API de Stripe si vous voulez faire de la facturation, ou d'autres, hein, mais ça va être juste envoyer des mails. Il y a tout un tas de trucs qui sont en fait d'un détail d'implémentation, je viens de vous dire, hein, Stripe, Doctrine, etc. Mais en fait, votre application métier, elle s'en fout. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'avoir une sorte de contrat où je prends l'exemple de stocker, c'est-à-dire notre application métier, tout ce qu'elle veut, c'est avoir un contrat qui permet de stocker mon produit. Si c'est stocké dans un fichier, dans une base de données, à la limite, c'est pas un problème. Et donc l'idée, c'est de créer des adapteurs. Donc on va avoir par exemple un adapteur Doctrine,
ou bien on va avoir un adapteur, Stripe, ce genre de choses. Et tous ces adapteurs-là, ils fonctionnent avec un contrat. Donc on a besoin d'un contrat entre notre corps, notre logique métier et cet adapteur-là pour qu'ils se comprennent en fait. Et ce contrat-là, c'est une interface en PHP. Donc on va dire, mon application métier à moi, la seule chose dont elle a vraiment envie de savoir, c'est que je peux récupérer une entité avec son identifiant, première méthode. Donc je vais avoir un product repository qui va être fine avec son, par exemple, SKU pour les livres par exemple, et puis qui va me récupérer un product. Donc je peux récupérer le produit, je peux l'enregistrer. C'est tout ce que notre application, voilà, notre logique métier veut. Et donc un adapteur, c'est quoi? C'est une implémentation de cette interface. Je prends le même exemple que ce que j'avais dans mon contrôleur. Je vais dire, je vais mon implémentation Doctrine. Tout ce que c'est une classe qui implémente mon entity repository et qui donc a ses premières méthodes find qui va récupérer donc notre repository Doctrine et qui va appeler find. Et la même chose pour la méthode save qui va en fait faire notre persist et flush. C'est l'implémentation du contrat en utilisant Doctrine. Une petite ligne en merge, c'est intéressant pour avoir plutôt que create et update, une seule méthode, ça va permettre de mettre à jour en fait une entité même si elle n'a pas été récupérée de la base de données. Pratique. Donc voilà. Et c'est tout. Et maintenant, dans notre contrôleur, tout ce qu'on a à faire, c'est on n'injecte plus le entity manager interface de Doctrine, mais en fait on injecte mon entity repository. Et encore, chaque fois que j'utilise entity, c'est pour que vous puissiez vous projeter sur votre truc métier. Donc en réalité, vous auriez product repository. Et donc vous pouvez maintenant appeler find et save. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est que du coup, maintenant, si en fait votre équipe produit ou votre client dit bah ouais, mais en fait là maintenant j'ai envie d'avoir une vue en temps réel de tous les produits. Et bien en fait, ça peut être vachement simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de créer une nouvelle implémentation de l'entity repository qui va utiliser Firebase, par exemple. Firebase, qui est une base de données en temps réel. Génial. Du coup, vous pouvez directement, en quelques jours maximum, donner accès à une vue en temps réel de tous vos produits. C'est ça l'intérêt. Je vous ai mis un autre slide parce que les autres exemples vont être comme ça, parce que je trouve que c'est un peu plus lisible quand même. C'est juste d'injecter toutes vos dépendances dans le constructeur plutôt que tout mettre dans l'action. Voilà. Petite préférence. Voilà un exemple d'une autre implémentation. C'est l'implémentation en mémoire. Donc en fait, au lieu d'utiliser Doctrine, je vais utiliser un array en mémoire. Et c'est tout. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est que toute ma logique métier s'en fout. Et en fait, cette implémentation mémoire, elle peut être intéressante si vous avez envie de lancer des tests qui sont beaucoup plus rapides, par exemple. J'ai fait un talk sur BIAT et justement comment utiliser cette stratégie pour avoir des tests qui sont extrêmement plus rapides parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'utiliser la base de données. Mais du coup, l'idée, c'est de créer une nouvelle implémentation et de l'utiliser quand vous voulez. Le seul truc ici, c'est que donc Symfony maintenant par défaut, il y a tout ce qui est auto-wiring, qui a été beaucoup contribué par Kevin et Nicolas principalement. Mais donc l'auto-wiring va permettre d'injecter automatiquement dans vos contrôleurs tout un tas de choses. Vous n'avez plus besoin de configurer les XML ou l'YAML, etc. La seule différence, c'est que maintenant, ici, vous avez donc deux implémentations de votre même interface. Donc Symfony va vous dire, je ne sais pas laquelle injecter. Donc là, il y a un tout petit peu de YAML à mettre. C'est-à-dire que là, le contrat app entity repository, il va être fourni par ce service-là qui en fait est l'implémentation Doctrine. D'accord? Donc vous dites à Symfony par défaut, le contrat entity repository est fourni par l'implémentation Doctrine. Et si vous voulez, dans des contextes différents, avoir des tests super rapides par exemple, vous pouvez dire configurer services underscore test.yaml, donc ils vont configurer les services que dans l'environnement test. Et dans ce cas-là, vous pouvez dire, en fait, dans ce contexte-là, le contrat entity repository est fourni par l'implémentation mémoire. Voilà l'idée. Et ça vous permet aussi, si vous voulez à la fois un Doctrine et à la fois un Firebase pour le temps réel, par exemple, vous pouvez créer un chain entity repository qui va appeler les deux. Voilà, ça ouvre tout un tas d'opportunités qu'avant on ne pouvait pas. Si on avait utilisé Doctrine dans tous nos contrôleurs, ajouter ces nouveaux types de stockage aurait été vraiment compliqué. Là, on ouvre la porte à ça.
Voilà l'adapteur. Super intéressant. Le deuxième, c'est l'Event Dispatcher. C'est le seul diagramme UML que j'ai mis, j'étais obligé d'en mettre un. L'Event Dispatcher, l'idée c'est cette chose au milieu qui va avoir deux méthodes, après ça dépend exactement de l'implémentation, hein, mais qui va avoir deux méthodes qui vont être add listener, donc il y a quelque chose qui peut s'enregistrer quand il y a des événements qui vont arriver, et un dispatch, donc quelque chose qui va dispatcher les événements. Donc l'idée c'est de découpler qui envoie des événements et qui les écoute. C'est ça l'idée principale. Donc on va prendre cet exemple de ce mail par exemple. Peut-être que ce mail, ce n'est pas forcément la responsabilité du contrôleur de dire bah, tiens, je vais envoyer un mail. Peut-être que sa responsabilité, c'est plutôt de dire bah, voilà, je viens de sauvegarder mon produit. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à la place d'envoyer mon mail, je vais utiliser ici, c'est l'exemple avec le Symfony, hein, mais ça marche en PHP avec d'autres implémentations. Hein. Event Dispatcher, je vais dire je dispatche un événement, il nous faut un nom et un objet événement. Donc voilà, je dispatche cet événement-là. Je vais lui mettre mon entité. Pourquoi? Pour que les listeners puissent en fait récupérer cette entité et faire des choses. C'est tout. Là, pour que ça fonctionne, j'ai quand même besoin de créer mon événement. C'est vraiment lié encore avec l'implémentation d'Event Dispatcher Symfony, mais j'ai besoin d'une classe qui extend events, qui va avoir un nom. Le nom, c'est parce qu'il faut que c'est le premier argument de la méthode dispatch. Et c'est comme ça que les listeners s'enregistrent à cet événement-là. Et après, c'est ce que vous voulez. Hein. Là, ici, l'exemple, c'est j'ai mon constructeur qui prend l'entité et j'ai mon getter pour que les listeners puissent récupérer ça. Mais juste avec ce dispatch et cet événement, si je relance mon contrôleur et que je mets à jour mon produit, bon, rien ne se passe, mais je peux ajouter quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce listener. Et ce listener, c'est quelque chose qui va, c'est cette classe qui va en fait avoir une méthode, le nom c'est comme vous voulez, mais par exemple ici onEntitySaved, qui va récupérer notre objet événement et qui va dire bah, je vais envoyer mon mail. Et comme on a notre event getEntity, on peut récupérer le nom du produit, on peut faire tout un tas de choses. Un petit peu de wiring parce que si vous faites que ça, Symfony ne va pas être très très content. Vous pouvez implémenter une interface qui s'appelle Event Subscriber Interface, qui va vous forcer d'implémenter une méthode statique qui s'appelle getSubscribeEvent, à laquelle vous allez pouvoir dire, bah voilà, moi tout ce que je veux, c'est qu'à chaque fois qu'il y a cet événement EntitySaved, alors tu appelles ma méthode onEntitySaved. Et là, on relance notre contrôleur, on met à jour notre produit et paf, on a notre email qui est mis à jour, enfin notre email qui est envoyé. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est que si on veut maintenant une nouvelle implémentation, ou en tout cas faire quelque chose de nouveau à chaque fois qu'il y a un produit qui est mis à jour, on a juste à faire juste à créer un nouveau listener. D'ailleurs, j'ai un slide pour quel est l'intérêt. Le contrôleur, maintenant, lui, il n'a plus besoin de savoir qu'il faut envoyer un mail. Tout ce qu'il a besoin de faire, c'est juste de dispatcher l'événement. On peut créer un autre événement, un autre listener très simplement. Je vois très bien l'idée de dire, bah, en fait, on doit appeler cette API de notre partenaire qui gère les stocks. Bah, dès que j'ai mis un produit, paf, j'ai mon listener qui appelle cette API. Et en faisant ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on découple aussi la logique. Et donc on peut commencer à grouper nos fonctionnalités par fonctionnalité, en fait. Mais c'est-à-dire qu'en vrai, on va pouvoir avoir un namespace qui contient nos emails, par exemple. Donc on va pouvoir avoir un app, emails, on va avoir tous nos listeners et tout ce qui s'occupe de créer les emails, par exemple. On va aussi pouvoir avoir un namespace qui va être lié à toutes les notifications SMS et qui va contenir ces listeners. Donc en fait, on est capable de bien séparer les différentes fonctionnalités dans notre application. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est que demain, vous voulez ajouter la notification push quand un produit est mis à jour. Et bien, tout ce que vous avez à faire, c'est créer un nouveau namespace, ajouter vos listeners et puis c'est réglé. Et en fait, après-demain, puisque les SMS, ça vous coûte trop cher, et bien, tout ce que vous avez à faire, c'est supprimer le dossier SMS. Ça, l'idée, c'est de pouvoir bien découpler ces fonctionnalités en utilisant ce principe de listener. Maintenant, j'ai mentionné au tout début de ce slide d'avant, hein, que tout ce que le contrôleur a à faire, c'est de dispatcher cet événement EntitySaved. Mais en réalité, ce n'est pas forcément sa responsabilité à lui.
Peut-être qu'on peut faire encore mieux. Parce que là, maintenant, si on veut mettre à jour cette entité dans plusieurs endroits de notre application, on doit copier-coller à la fois le entity repository save et le event dispatcher dispatch. Et peut-être qu'on peut faire encore mieux. Et l'idée, c'est ça, c'est cet oignon, donc ce design pattern du décorateur qui est clairement mon préféré. Je l'utilise beaucoup trop, d'après mes collègues. Mais c'est extrêmement puissant, c'est-à-dire que bah, vous allez voir. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir notre logique principale et de rajouter des choses qui vont se passer avant ou après. Ça, cette notion, on rajoute des couches sur un contrat identique. Une autre façon de le voir, c'est aussi comme ça. C'est un bar à café qui crée des espressos, c'est la base du truc. Donc en fait, on va avoir un contrat qui va être sur la boisson, qui va être de récupérer le prix, donc get cost. Et en fait, donc on va avoir cet espresso ici. Donc si on a juste cet espresso, c'est pas un problème, on récupère le prix, c'est 2,99 €, tout se passe bien. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi décorer. On veut du chocolat, on veut du lait. On décore ce truc-là, et en fait, cette chose qui décore ce contrat d'origine, il va aussi avoir une méthode getCost, il va aussi retourner une valeur, mais il va pouvoir changer la valeur. C'est ça, le principe. C'est très imagé. Hein. Voilà à quoi ça peut ressembler dans notre cas concret. Dans notre cas concret, c'est de dire, je vous invite à regarder juste la première ligne déjà, parce que je trouve que nommer les choses, c'est extrêmement important. Donc on va avoir une classe qui s'appelle dispatch an event when entity is saved. Normalement, ça fait vachement plus de sens, je n'ai pas besoin de le décrire. Je vais quand même le faire, hein, mais... C'est que je vais dispatcher un événement automatiquement à chaque fois que mon entité a été sauvegardée. Et comment je vais faire ça? Je vais décorer mon entity repository. Donc décorer, encore, hein, je vais implémenter le contrat entity repository et je vais prendre un entity repository. Donc pour toutes les parties de notre application qui utilisent le entity repository, je n'existe pas, mais je vais pouvoir faire quelque chose. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est, sur les méthodes find, rien du tout. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais appeler mon décoré, je vais demander, récupère-moi l'entité, et puis je vais la retourner à celui qui m'a appelé. Donc je suis totalement transparent. Par contre, pour la méthode save, c'est là que c'est intéressant. C'est là qu'on peut ajouter de la valeur ajoutée. On peut demander à l'implémentation de dire, bah, tiens, sauvegarde sur cette entité-là. Mais après, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dispatcher mon entity saved. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a deux choses. Ce n'est pas du tout lié au type de stockage. C'est-à-dire qu'on aurait pu en fait, ajouter cette logique de je dispatche cet événement dans notre doctrine entity repository. Sauf que voilà, encore une fois, nouvelle implémentation de stockage, on aurait dû copier-coller des choses. Ici, on s'en fout. Ici, c'est vraiment peu importe l'implémentation du stockage, nous on rajoute juste un comportement. Et ce comportement, c'est de dispatcher un événement. Et en faisant ça, plus un tout petit peu de configuration, ça c'est propre à Symfony. Mais l'idée c'est de dire, c'est encore une nouvelle implémentation d'entity repository. Qu'est-ce que Symfony va en faire? Je peux configurer ce service qui est mon, alors là je l'ai mis dans app entity repository, c'est un petit peu, vous mettez où vous voulez. Hein. App entity repository, dispatch an event when entity is saved. En fait, tout ce qu'il fait, c'est qu'il décorate mon app entity repository, qui est mon contrat. Donc là encore, vous voyez bien que je décore le contrat et je ne décore pas en fait une implémentation particulière. J'ai mis ces arguments. Normalement, vous n'avez pas besoin de le mettre, mais des fois si. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir juste préciser que ce premier argument, c'est en fait ce que vous décorez. Donc c'est le nom du service que vous venez de créer, .inner, pour référencer le service que vous venez de décorer. C'est tout. Et là maintenant, paf, dans notre contrôleur, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est this entity repository save. Et on va avoir nos notifications email, SMS et tout ça qui va se passer. Pas beau? Donc voilà. Allez-y, utilisez des décorateurs, c'est vraiment très important. Je trouve que c'est très, très... Ça vous permet de bien découpler les choses. Donc maintenant, après ce refactoring intellectuel, on va dire, qu'est-ce qu'on a? On a une capacité de changer notre stockage de notre produit extrêmement élevée, c'est-à-dire que c'est vraiment très facile pour nous de le changer. On a des événements qui sont dispatchés, peu importe le type de stockage.
Donc on va avoir toute la logique métier qui est totalement indépendante de comment est-ce qu'on stocke cette entité. Et alors j'ai pas trouvé plus court. Easy to turn on and off actions, l'idée c'est que c'est vraiment ce que je vous décrivais en tant que, on va mettre ces features dans un namespace particulier. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de créer un nouveau namespace, créer quelques listeners et ou des décorateurs pour créer une nouvelle fonctionnalité. Et en fait, on va l'enlever, paf, on a juste à supprimer ce répertoire. Et je trouve ça extrêmement beau. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai décidé de pas du tout parler dans ce talk-là, mais en fait, on peut vraiment tester le code beaucoup plus facilement. Parce qu'en faisant ce genre de choses, on a des objets qui sont beaucoup plus petits et qui ont en fait une seule responsabilité. Et en faisant une seule responsabilité, on n'a pas forcément besoin d'avoir toute la suite de tests end-to-end pour tester que cette chose-là, elle fonctionne bien. Juste des specs, un PHP spec, ça marche très très bien par exemple. Ou juste du PHP unit pour cet objet. On n'a pas besoin forcément d'aller voilà, chercher l'artillerie du test end-to-end ou du test fonctionnel. Donc c'est vraiment la façon dont Unix, en tout cas, a essayé de débuter. C'est vraiment tout un tas de composants. Et ça a montré un petit peu la valeur de la chose. Pour moi, les design patterns, tout l'intérêt et tout ce qu'ils font, en fait, de les utiliser, c'est juste de pouvoir changer dans le futur. Si on achète cette carte, que ce qu'on fait, tous les choix qu'on fait là maintenant, on sait très bien, en tout cas, on a un ressenti qui dit que tous les choix qu'on fait maintenant, dans un an, en fait, ils ne sont plus vrais. On a forcément oublié des trucs, on a forcément fait des choses qui ne sont pas du tout alignées avec le client. Même si on a l'approche la plus lean ou agile possible, c'est pas possible. Donc en fait, il faut quand même faut acheter en avance, plutôt que d'acheter après avec la dette technique, il faut acheter en avance la capacité de changer. Et c'est ce que les design patterns vont nous permettre d'avoir. Comment vous pouvez appliquer ça? Je pense que la première approche, c'est de fermer les portes. Deux choses. Final keyword sur les classes. Comme ça, pas d'héritage, ça n'existe plus. Propriété privée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accéder à quelque chose dans un objet en dehors de juste appeler ses méthodes publiques. Méthode publique, ça veut dire, en fait, je peux créer une interface. Du coup, je peux avoir un contrat. Le seul truc, par contre, c'est ne créez pas les points d'extension, ou donc les interfaces, ce genre de choses, ne les créez pas trop tôt. Donc, il ne faut pas vous dire, tiens, c'est génial, je vais avoir 3 différents objets, je vais créer 3 différentes interfaces et je vais avoir 4 niveaux d'abstraction. Ça n'a pas de sens. Il faut juste le faire quand vous avez besoin. Donc, c'est pas si jamais j'ai besoin de ça, c'est quand j'en ai besoin. Il ne faut juste pas oublier de le faire, mais il ne faut pas le faire trop en avance. Et en termes de maintenabilité, j'ai un petit peu évoqué tout au long du talk, mais l'idée c'est ça, c'est de mettre toutes ces différentes features dans des namespaces particuliers. Si vous ne pouvez pas faire ça, c'est peut-être qu'il vous manque un point d'extension. Ensuite, c'est le nom des interfaces, elle doit vraiment expliciter le contrat, en tout cas la responsabilité de ce truc-là. Pas du tout comment il va le faire. A l'inverse, le nom des implémentations, donc des classes qui implémentent ces interfaces, elles doivent dire « je fais ça avec Doctrine » ou « je fais ça avec Stripe ». Et ça, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'aller voir juste cette classe et de regarder son nom et de voir « ok, je comprends ». Elle Doctrine Entity Repository, voilà, elle utilise Doctrine pour stocker mes entités. Et sur ce, j'espère que ça vous a aidé et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.